Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. On espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Nous évoquerons un sujet sensible et délicat, les droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'ONU en 1989. Elle fête cette année donc ses 30 ans, avec toujours un même objectif, garantir le droit qu'a tout enfant d'être protégé. Nous irons plus loin sur ce sujet avec l'association Enfance et Partage et avec la Fédération des Francas de Bretagne. Nous vous en dirons également plus sur l'opération Un bébé, un livre qui sera menée demain dans 9 maternités bretonnes avec pour objectif de sensibiliser les parents au rôle clé de la lecture dans le développement du langage chez le jeune enfant. Le chanteur Bertrand Aubré sera aussi des nôtres. Il sort son 4e album intitulé Jerison Papillon, distribué par Cobbraze, où il nous invite dans son univers musical singulier qui fait la part belle à une écriture poétique en gallo. Enfin, comme chaque mercredi, notre ami Billy est allé à la rencontre d'une association bretonne. Aujourd'hui, dans le Morbihan, c'est une volée de Piaf qu'il nous fait découvrir. Voilà pour le menu du jour. On est très heureux de vous retrouver en ce mercredi. Aujourd'hui, France Télévisions a décidé de se mobiliser autour de la Journée internationale des droits de l'enfant, la Convention internationale des droits de l'enfant qui, vous le savez, a été adoptée par l'ONU en 1989, ratifiée par la France en 90 et elle martèle que tous les enfants de son territoire ont le droit d'être protégés. Cette convention fête donc cette année ses 30 ans. Et pour lutter contre les violences faites aux enfants, un numéro à retenir en priorité, le 119. Je vous propose de découvrir tout de suite un spot. Regarde-toi, t'es énorme. C'est pas ma faute, hein, si t'es grosse. Il faut pas le dire à papa et à maman, hein. Ce sera notre petit secret. Quoi, ça t'amuse? Arrête, tu te mêles pas, toi. Lâche-le. Tu m'aurais... Enfance en danger, dans le doute, appelez le 119. Un spot très fort. Bonjour Claudine Jeudi, on va aller plus loin avec vous autour de cette thématique. Vous êtes déléguée adjointe du comité d'Ille-et-Vilaine d'Enfance et Partage. Selon l'IGAS, on va donner quelques chiffres d'abord, les chiffres sont assez effrayants. Un enfant est tué par l'un de ses parents tous les 5 jours en France. Vous confirmez ces chiffres? Tout à fait, oui. C'est impressionnant, c'est énorme. Vous confirmez également une hausse des violences et de la maltraitance depuis quelques années dans notre pays? Oui, oui. Et les violences pratiquement intrafamiliales. 80% des violences sont faites au sein de la famille. D'accord, d'où l'importance d'agir et d'essayer d'être dans la prévention également. C'est ce que fait l'association Enfance et Partage depuis 40 ans. Quels sont les principaux axes d'action que vous développez en fait? Alors, Enfance et Partage est une association nationale et qui agit sur tout le territoire à travers 19 comités locaux, composés de 250 bénévoles, qui sont aidés dans leur mission par une équipe de salariés au sein du siège parisien, une dizaine environ, et aussi avec un réseau de professionnels tels que des avocats, des psychothérapeutes, qui nous soutiennent dans nos actions. Nous avons des antennes en Bretagne? Oui, alors en Bretagne, nous avons Quimper et Rennes. Plus particulièrement sur Rennes, où nous avons une équipe d'une douzaine de bénévoles et qui viennent d'horizons professionnels tout à fait différents. Nous allons retrouver des personnes de la santé, du social, de l'éducation, ce qui fait une très grande richesse. Une très grande richesse, et il faut au moins ça pour essayer de lutter contre toute forme de violence faite aux enfants. Vous accompagnez les victimes mineures, bien sûr. Alors, de quelle façon? Alors, on accompagne les victimes mineures par un accompagnement juridique, psychologique. Mais depuis de nombreuses années, Enfance et Partage s'est tourné vers des actions de prévention. Parce que accompagner des victimes, c'est bien, c'est nécessaire, mais faire en sorte qu'il y en ait moins, c'est aussi important. Donc, nous avons décidé de mener des actions de prévention. Et ça se passe où? Dans les classes, essentiellement? Voilà, alors pas que dans les classes, dans toutes les structures qui accueillent des enfants. Ça peut être aussi des centres de loisirs. Actuellement, nous intervenons auprès du cercle Paul Bert de Rennes, du centre. Et autrement, effectivement, dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. D'accord. Vous avez un agrément avec l'Éducation nationale? Voilà, nous avons un agrément depuis 2007 qui est renouvelé tous les 5 ans. Et donc, Enfance et Partage est un organisme complémentaire de l'enseignement public. Alors, c'est une thématique comme assez difficile à aborder. Vous intervenez de quelle façon? Comment on fait de la prévention en milieu scolaire? Comment on met des mots sur des choses intolérables finalement?
Alors pour ça, pour cela, on a deux formes de prévention, deux types de prévention. La prévention auprès donc des maternelles et jusqu'au lycée avec des outils adaptés à chaque tranche d'âge, où notre objectif est de sensibiliser les enfants aux situations de danger, et les amener à des gestes d'autoprotection. Et auprès d'une catégorie d'enfants qui est plus sur les CE2, CM1, CM2, c'est-à-dire le cycle 3 de l'éducation nationale, nous avons un jeu qui s'appelle En route vers mes droits. Voilà, En route vers mes droits. C'est un jeu autour de la Convention justement des droits de l'enfant. Tout à fait. En fait, c'est... en 2010, Enfance et Partage a mené une enquête pour voir si, auprès des établissements scolaires, il était question de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc les enseignants, effectivement, connaissaient bien la Convention, mais pour en parler avec leurs élèves, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas d'outils adaptés. Donc le jeu est voilà. Donc un bon outil, Enfance et évidemment. Partage a construit ce jeu avec un collège d'experts pour effectivement sensibiliser les enfants à leurs droits. Alors, on ne connaît pas forcément justement ces droits, ce qu'il y a dans la Convention. Il y a quel droit, par exemple? Le droit à être protégé? Alors, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a 54 articles. Et Enfance et Partage, nous en avons répertorié 9. Et auprès des élèves, donc, nous intervenons surtout sur le droit à la différence, et ce qui nous amène à une notion de respect, parce qu'on constate quand même qu'il y a beaucoup de problèmes de respect entre les enfants. Et nous avons aussi le droit à être protégé, comme vous en avez parlé au début de l'émission. Et nous allons aussi aborder le droit à la santé, le droit à la famille, et puis le droit à être un enfant, tout simplement. Déjà, oui, effectivement. Ça fonctionne bien, justement, d'aborder ces thèmes-là par le biais du jeu. Alors, Les enfants parlent, la parole se libère? Tout à fait. En fait, le jeu, c'est un jeu de loi. Et donc, les enfants vont progresser tout le long d'un parcours avec différents ateliers. Alors, on a un atelier théâtre, un atelier débat, un atelier activité. Et au cours de ces ateliers, les enfants vont jouer et découvrir leurs droits. Et comme pour l'autre type de prévention, c'est aussi les amener à trouver des gestes d'autoprotection et surtout, en cas de violence, de leur faire comprendre qu'ils ont le droit de dire non. Alors vous avez un principe chez Enfance et Partage, ce sont les 3 P. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est cette Oui, alors c'est la règle des 3 P. C'est auprès des enfants, on leur fait comprendre que je suis prudent. Donc je mets les situations de danger au loin de moi. J'essaie de ne pas me mettre en situation de danger. Je me protège. Donc là, c'est tous les gestes qu'on aura pu définir pendant la séance. Et je parle. Parce que ce qui est important, dans toutes les études qui ont été menées jusque-là, c'est de s'apercevoir que les enfants n'osent pas parler. Ils n'osent pas parler. Et alors, on dit aux enfants que parler, c'est un acte courageux. Pourquoi ? Parce que c'est aussi pour que les violences cessent, mais c'est aussi pour que ça cesse auprès d'autres enfants, d'autres potentielles victimes. Donc c'est un acte courageux que d'aller parler. Quand la parole se libère après le jeu, par exemple, vous donnez le numéro 119, vous allez plus loin vous-même en alertant, on imagine, les structures dédiées. Alors quand nous intervenons dans des structures, nous sommes donc invités par l'Éducation nationale. Donc quand des enfants nous révèlent des situations de maltraitance, de violence, nous en parlons avec l'enfant, avec l'enseignant, et c'est effectivement la direction qui viendra en aide et qui signalera au besoin les instances compétentes. Bien sûr. Alors on rappelle ce numéro en priorité, le 119 pour les violences faites aux enfants. Et puis vous-même, vous avez un numéro pour Enfance et Partage. Voilà, qui est le 0800 05 1234. C'est ça. Alors on retient 0800 05 1234 ou bien le 119 pour les violences faites aux enfants. Vous restez avec nous, Claudine. On va continuer à parler des droits des enfants, mais sous un autre volet. On va retrouver Clémence Giret et Guillaume Durand qui font partie des Francas de Bretagne. On va présenter dans le détail cette structure. Clémence, bonjour. Vous êtes déléguée nationale chargée de région pour les Francas de Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette fédération d'éducation populaire que sont les Francas ? Oui, alors c'est une fédération qui est née en 1944 au sortir de la guerre
et ayant comme ambition en fait de rendre l'humain et le citoyen le plus libre possible dans la société la plus démocratique. Ça, c'est notre base de travail. Et donc, on a fait de la Convention internationale des droits de l'enfant notre ADN de travail. Ouais. Et nous sommes une fédération en fait, qui regroupe 82 associations départementales, donc sur tout le territoire national. Et nous travaillons principalement sur l'action éducative locale, que ce soit de l'action des centres de loisirs, par exemple, ou des activités aussi avec les politiques publiques pour travailler leur politique éducative au niveau local. De l'échelle régionale, on travaille aussi sur la formation des animateurs et animatrices qui vont être amenés à travailler avec les publics enfants et adolescents voilà, tout au long de leur carrière. Pour vous, justement, les enfants ont le droit de participer à la vie citoyenne. C'est aussi un des axes sur lequel vous travaillez. Votre objectif, c'est de faire participer justement les enfants à la mise en œuvre d'une communauté, en fait, d'une citoyenneté. Vous avez monté un événement national qui a eu lieu au mois d'octobre. On aimerait que vous nous en disiez plus parce que ça a très bien fonctionné. C'était une grande première. Quel était-il cet événement ? Donc, c'était une démarche un petit peu singulière. Donc, à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, on a voulu faire une action qui porte et qui est travaillée tout au long de l'année, ce qui est le cas de toute façon chaque année autour des droits de l'enfant. Le 20 novembre, c'est pas la seule journée où on travaille les droits de l'enfant. C'est toute l'année en fait, voilà. C'est certain. Et donc on a fait une action, on a fait venir des enfants de tous les départements français. En Bretagne, il y a une trentaine d'enfants qui sont partis des 4 départements, donc de Montgermont, de Plouguerneau, Lanester et Lannion. Et l'objectif, c'était donc de réunir des enfants, donc à l'échelle nationale, mais aussi à l'international. Donc il y avait des groupes belges, slovènes, algériens, j'ai plus tous les... Et donc l'objectif, c'était d'une part de vivre un temps fort, tous ensemble, et de vivre des temps de dialogue structuré, ce qu'on a appelé dialogue structuré, avec des personnalités, des adultes qui ont à un moment donné un poids dans soit une association, il y avait Oxfam France par exemple qui était présent, des députés, donc sur des thématiques diverses telles que l'égalité filles-garçons, le sport. On avait Vikash de Rassou qui est venu aussi, un sportif de haut niveau. C'était l'occasion de partager leurs conditions de vie, comment ils appréhendaient en fait cette problématique-là, qu'ils avaient travaillé en amont, et donc éventuellement aussi de faire des propositions d'action. Alors du coup, quelles propositions concrètes ont été faites lors de ce festival international des droits de l'enfant et de la citoyenneté ? Alors, on a pu avoir des propositions sur notamment la thématique des migrations, qui est une thématique qui touche pas mal les enfants. C'est très prégnant. Alors c'est des propositions qui peuvent être très basiques venant d'enfants, mais finalement qui vont faire réfléchir aussi les personnes qui étaient présentes sur, par exemple, créer un visa particulier pour les personnes qui arrivent. Alors, parfois, ils n'ont pas tous connaissance de l'ensemble des dispositifs qui existent déjà, mais ça fait réfléchir les personnes qui sont venues sur place. Ah oui, effectivement, de cette parole-là, on peut en ressortir une proposition concrète. Concrète, voilà. La valeur de la parole des enfants. C'est ça aussi, reconnaître des droits. C'est le droit de la valeur d'une parole, finalement, qu'elle soit enfantine ou adulte. Et donc, pour l'instant, tout n'a pas été encore répertorié, toutes les paroles, mais on a un site qui s'appelle Enfants, acteurs, citoyens, sur lequel sont répertoriées des expressions d'enfants et d'adolescents. Et au mois de décembre, on a notre convention donc de la Fédération nationale, où on va rédiger un pré-rapport sur les conditions de vie des enfants et des adolescents, qui va constituer une sorte de livre blanc, en fait, de ce que les enfants vivent à leur quotidien et les propositions d'action qu'ils souhaitent sur différentes thématiques. Alors, on parle de propositions, justement, d'actions très concrètes et on va se tourner vers Guillaume Durand. Bienvenue à vous, Guillaume. Vous êtes directeur du centre de loisirs de Montgermont, qui est géré directement par les Francaires. Et dans ce cadre-là, vous avez mis en place sur cette commune d'Ille-et-Vilaine un programme qui s'appelle Capacité. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est encore une action complémentaire C'est ça, c'est la mise en œuvre concrète, en fait, des droits, des différents droits que les enfants peuvent avoir. C'est un dispositif d'engagement. Les jeunes s'engagent sur une durée d'1 an et demi, volontairement, à raison d'un rendez-vous. C'est une démarche participative. C'est complètement participatif. Ils s'engagent à raison d'un rendez-vous par mois. Et la finalité, c'est la mise en place d'un projet d'intérêt collectif.
D'accord, donc ils s'engagent sur 1 an et demi, ils deviennent citoyens actifs de leur commune à part entière, réellement, c'est ça l'objectif? Complètement. Ça dépasse le cadre du fonctionnement du centre de loisirs qu'on peut avoir habituellement. Là, ils vont agir pour la communauté, pour leur cité. Donc il y a différentes phases, il y a des phases de sensibilisation aux questions de la citoyenneté, de la démocratie, comment ça fonctionne, voilà, de comprendre le fonctionnement de la société. Et après, comment on peut agir concrètement aussi à l'échelle locale. D'accord. Alors, donc en partant de sujets qui les touchent, ça peut être à l'échelle mondiale et comment on agit concrètement localement. D'accord. Alors il y a déjà eu 2 éditions de ce programme Capacité qui s'adresse aux jeunes de 10 à 15 ans, c'est ça? C'est ça. Alors vous avez en 2015 mis en place une boîte à dons sur la commune de Montgermont. Est-ce que ça fonctionne? Du coup, on a du recul maintenant? Alors avec du recul, on s'est rendu compte qu'on avait vu un peu trop gros pour le volume en tout cas de la boîte. Elle a très très bien fonctionné. Ouais. Et elle continue de fonctionner sous un nouveau format, un peu plus petit. Un peu plus petit. Mais elle est toujours en place et elle continue de fonctionner. Donc voilà, c'est le premier projet. Ouais. Parce que les jeunes étaient sensibles à la question du recyclage et du traitement des déchets. Et au lieu de jeter, de pouvoir partager des objets. Et en avril dernier, vous avez lancé une fête du vélo. L'objectif, c'était quoi précisément? C'était ça. Alors, dans le cadre du dispositif, les jeunes ont un certain budget à respecter. Ah oui, aussi, parce qu'il y a des contraintes quand même. Il y a des contraintes quand même pour agir. Ouais. Et leur constat était qu'il manquait du mobilier urbain pour favoriser la pratique du vélo sur la commune. Ça aurait eu un coût trop important, donc l'idée était de faire une fête du vélo pour sensibiliser les gens, les Montgermontais au transport doux, et à partir de là, organiser une consultation citoyenne pendant l'événement. D'accord. Où ils allaient à la rencontre de la population, voir si leur constat était partagé. Donc ils souhaitaient des parkings à vélo près des écoles, et la mise en place d'un totem de réparation pour que les gens n'aient pas individuellement tous les outils nécessaires chez eux, mais qu'ils puissent se servir d'un outil commun qui serait placé sur la place de la mairie. Donc après, ils ont fait remonter les résultats de cette enquête citoyenne à la mairie, et qui a du coup acté la mise en place de ce mobilier ensuite sur la commune. Et puis alors il y a un nouveau groupe qui s'est constitué du coup en janvier 2019. Ils sont déjà, on imagine, à pied d'œuvre sur un nouveau projet qu'ils sont en train d'imaginer, de mettre en œuvre même. Alors là, ils sont encore à l'étape de construction. Ils reviennent justement du Festival international des droits de l'enfant et du citoyen de Paris. Où ils ont pu rencontrer beaucoup de groupes aussi et échanger sur leurs projets. Donc voilà, le projet va évoluer et la mise en œuvre se fera à partir de janvier 2020. Qu'est-ce qu'ils ont retiré de ce festival justement international? On imagine une grande richesse, mais peut-être des actions peut-être plus concrètes, des échanges avec d'autres. Beaucoup d'échanges avec les jeunes venus de toute la France et se rendre compte qu'il y avait beaucoup de jeunes à agir aussi dans leur coin, et voilà, de faire réseau, c'est important aussi pour eux, de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à agir. C'est certain. Faire réseau, Claudine, ça vous parle également? Tout à fait. Vous aussi, vous fonctionnez énormément en réseau? Oui, beaucoup. Et c'est vrai que nous avons, c'est une association nationale, mais régulièrement, nous demandons à nos bénévoles de monter au siège parisien pour échanger nos fonctionnements, nos pratiques et essayer d'améliorer nos interventions, bien entendu. Bien entendu. Merci beaucoup à tous d'être venus nous parler des droits de l'enfant, dont on le rappelle aujourd'hui. On fête la journée internationale et les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Direction maintenant Saint-Jacques-de-la-Mer, dans les Côtes-d'Armor, où Nathalie Rossignol a rencontré l'auteur de la série de livres à succès que vous connaissez sans doute, Max et Lily, des livres destinés aux 6-11 ans qui permettent d'instaurer un dialogue avec l'enfant après la lecture. On le regarde. Alors, j'en suis à mon 100... Attends, le dernier, c'est celui-là, Parler en public, c'est le numéro 117. 117 Max et Lily. En un quart de siècle, cette collection est devenue une véritable institution auprès des 6-11 ans. Dans cette classe de Saint-Jacques-de-la-Mer, Dominique de Saint-Marc explique pourquoi elle a imaginé ces 2 personnages illustrés par Serge Bloch. Écoute, j'essaie de trouver toutes les difficultés des enfants, en fait, et d'explorer... et de faire découvrir aux enfants comment ils peuvent s'en sortir, en fait. Arriver à dire les choses qu'on n'arrive pas à dire. On peut tout changer avec des mots, par exemple. C'est des frères et sœurs qui chamaillent parfois, donc ça fait un petit peu une vie dans la réalité. Moi, ça me plaît parce que comme j'ai un peu de problème de lecture et comme c'est pas trop difficile, ça me fait apprendre, du coup c'est bien. Ces livres ont même conquis les enseignants.
Tout le travail sur les émotions, les expressions des ressentis, la gestion des conflits entre enfants, les problèmes familiaux et les retentissements qu'il peut y avoir sur les apprentissages, tout ça c'est présent dans les albums et donc c'est des supports tout à fait faciles et faciles d'usage, je dirais, pour des discussions en classe. Et si 20 millions d'exemplaires ont déjà été vendus, c'est que l'ancienne journaliste d'Astrapi s'inspire de ses lecteurs. J'ai besoin de connaître leurs rêves, leurs tristesses, leurs amertumes, leur petite détresse. J'ai besoin de ça pour continuer à avoir envie d'écrire. D'ailleurs, le lien de confiance établi avec Max et Lily semble faciliter les confidences, comme celle de Mathilde lors d'une rencontre à la bibliothèque de Ploubalay. Et puis en classe, quand je la regarde, elle me fait les gros yeux. Ah oui, carrément. Juste parce que je n'ai pas obéi à un truc. Ah oui, c'est ça. C'est toujours elle qui met la pagaille, en fait. Non, c'est vrai. Et Max et Lily arrivent à libérer la parole des enfants parce que ça parle d'eux et que du coup, ils se retrouvent. Je vois ce soir Mathilde aborder est rentrée dans le détail de certains sujets dont elle ne m'avait pas parlé. Donc c'est que ça réfléchit et ça rumine. C'est bien. Faire vivre des copains de papier qui suscitent le dialogue. Une véritable réussite pour Dominique de Saint-Marc, qui a d'ailleurs reçu la Légion d'honneur en septembre 2017 à Saint-Jacques-de-la-Mer, son village de cœur. Max et Lily, un succès. Vous confirmez, hein, Guillaume, vous vous en servez vous-même? Oui, lors des goûters débats, pendant les temps d'animation périscolaire. Des goûters débats, ouais. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très bien, ça libère la parole. Parfait, mais à mettre entre toutes les mains, donc Max et Lily. La transition est toute trouvée, bien entendu, vers vous, Émilie Baucher. Bienvenue à vous. Vous êtes orthophoniste et représentante de l'association À Propos, qui est basée à Dinan et qui fait de la prévention en orthophonie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous intervenez auprès de quel public? Avec l'association À Propos, on peut intervenir auprès des enfants, des assistantes maternelles, auprès des parents, auprès des enseignants et aussi dans des maisons de retraite, auprès des personnes âgées. Par exemple, on va proposer à l'équipe soignante de les informer par rapport aux troubles de la déglutition, par rapport aux fausses routes. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un public très varié. C'est le public qu'on peut rencontrer en orthophonie. Ouais. Et si vous pouvez agir en amont, comme Claudine, vous le dites, hein, la prévention, voilà, ça m'a c'est parlé, ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est essentiel. Justement, alors la prévention, ça commence dès la maternité, ça vous en êtes certaine. Par exemple, via l'opération Un bébé, un livre qui aura lieu demain dans 9 maternités, c'est ça, en Bretagne? Voilà, c'est ça. Donc en fait, demain, les orthophonistes vont se déplacer dans les maternités. On va offrir un livre aux parents et puis on va expliquer l'intérêt du livre, l'intérêt du langage, puisqu'en fait c'est la base le meilleur modèle de langage pour l'enfant, c'est ses parents. Et avec le livre, c'est aussi un très bon biais pour développer son langage. C'est un très bon moyen pour développer son langage. Et en fait, ensuite, le langage, c'est la clé pour tous les apprentissages futurs, pour l'entrée dans la lecture, l'entrée dans l'écrit, tous les apprentissages scolaires ensuite. Dans les maternités bretonnes, celles de Dinan, Lorient, Quimper, c'est ça, Vannes, Lannion, 2 maternités à Brest et 2 maternités à Rennes. Voilà. Vous allez distribuer combien de livres, du coup? Alors, c'est estimé à environ 200 livres. 200 livres pour la Bretagne. Qui vont être distribués et accompagnés, bien entendu, d'intervention d'un film, d'un jeu, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a prévu de faire, sur Rennes, en tout cas, on a prévu de faire un petit quiz pour créer une interaction avec les parents. Et puis, on passe dans les chambres de maternité pour aussi que les parents se sentent libres de poser leurs questions individuellement, qu'on puisse s'adapter aussi au langage de chacun, puisqu'il y a des personnes, par exemple, qui ne parlent pas bien le français, qui sont moins à l'aise, donc ça fait aussi partie de notre métier. En fait, comme ça, on peut vraiment s'adapter à chacun et répondre aux questions. Sur du cas par cas, donc du sur-mesure. Voilà. Et vous distribuez également un livret pour accompagner les parents, justement, qu'ils puissent ramener à la maison ensuite ces petits conseils. C'est le livret Objectif Langage, on voit la couverture ici. Donc il a été créé par le syndicat des orthophonistes de Meurthe et Moselle et en fait ça résume le fonctionnement du langage, comment se développe le langage, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider notre enfant, à quel moment on doit s'inquiéter, à quel moment on peut consulter.
D'accord. Voilà. Bon, donc tout un tas d'informations et puis on retrouvera également plein d'informations sur le site internet du syndicat des orthophonistes. Voilà, d'ailleurs un événement qui est en partenariat avec ce syndicat, n'est-ce pas ? Et puis l'association à propos, bien entendu, qu'on peut contacter, qui est basée donc à Dinan. Vous avez même l'intention d'aller plus loin, puisqu'en avril dernier, vous êtes même intervenu dans une autre structure. Vous êtes intervenu dans les haltes garderies, c'est ça ? Voilà, en fait, comme on voit l'intérêt de la prévention sur le fait d'agir avant l'arrivée des troubles et de transmettre aux parents des connaissances, on s'est dit qu'on pouvait poursuivre cette action. Donc on est allé sur Rennes, c'était la semaine du 2 avril, puisque la journée du 2 avril, c'est la journée du livre pour les enfants. Donc on a choisi cette semaine-là. C'était en partenariat avec l'association ARCS, donc Association Rennaise des Centres Sociaux. Et on est intervenu dans 7 haltes garderies. On a rencontré donc là aussi les parents, les professionnels. Et ce qui était intéressant, c'est que on a vu beaucoup de personnes qui vivent dans des situations parfois précaires, qui sont assez isolées. Et c'est des personnes qu'on a du mal à toucher en prévention, qui n'ont pas forcément les informations, qui ont aussi des difficultés de langage dont je parlais tout à l'heure. Et là, le fait d'aller dans les haltes garderies et d'être là pour les rencontrer, pour répondre à leurs questions, on s'inscrivait dans leur quotidien quelque part. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour faire de la prévention, de prendre un café avec les parents, avec les professionnels. Voilà, du coup, ça a permis aux parents d'avoir des informations et on a eu des bons retours. En fait, on voudrait poursuivre, on voudrait que ça se reproduise tous les ans. Oui, effectivement. On imagine que ça vous fait réagir également les uns les autres. Claudine, vous utilisez assez peu le livre finalement dans la prévention ou vous l'utilisez beaucoup ? Si, vous voyez, ici il y a quelques livres qui sont en lien avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Parce que dans le cadre de nos actions de prévention, on fait aussi chercher les enfants pour qu'ils aillent chercher des articles qui sont dans les livres pour les amener effectivement à lire eux-mêmes la définition de tel et tel mot ou de tel droit. Donc c'est important évidemment le livre comme base. Guillaume et Clémence, vous utilisez également le livre dans vos actions ? Le livre ou des outils type des magazines. On utilise beaucoup une revue qui s'appelle Phileas et Autobulle, qui est orientée philosophie, mais qui permet aussi de réfléchir sur différents aspects, sur l'égalité. Et donc ça permet de réfléchir au droit, mais oui, on utilise beaucoup le support visuel, le jeu aussi. On utilise des jeux aussi comme vous. Tout cela pour libérer la parole. Voilà. On va maintenant retrouver Billy qui, comme chaque mercredi, vous le savez maintenant, nous fait découvrir une association bretonne. Et bien aujourd'hui, il nous invite à rejoindre la Volée de Piaf qui est dans le Morbihan. Bonjour Didier. Bonjour Billy. Alors, on est venu aujourd'hui ici en pleine campagne du 56 vous rencontrer parce que vous avez une association qui s'appelle Volée de Piaf, c'est bien ça? Oui, Volée de Piaf. Alors, ça fait combien d'années que vous avez créé cette association? Alors, Volée de Piaf, Volée de Piaf a été créée il y a 12 ans. D'accord. Donc, avec Marie, ma compagne. Ok. Donc, à l'origine, on ne s'occupait que de Piaf. Maintenant, on s'occupe de tout ce qui est faune sauvage. C'est ça, j'ai vu, on s'est baladé tout à l'heure avec vous. Vous avez des écureuils, des goélands, vous avez des buses, des oiseaux, vous en avez de partout. Hein. Voilà. Combien vous avez d'oiseaux ou d'animaux qu'on vous ramène par an ici? Alors, l'année dernière, 3558. Ah la vache, 3558. Ah oui, ça commence à faire du monde par mois. Et cette année, en 2019, en 10 mois, là, on est à 3700. D'accord. On est là pour accueillir, soigner, relâcher. Okay, c'est vraiment centre de sauvegarde faune sauvage, c'est pas un refuge. Alors quand vous les relâchez comme ça vous leur mettez un petit émetteur, un petit truc pour savoir que c'est bien de chez vous ou vous les relâchez complètement? Non, normalement il faudrait pouvoir les baguer, mais c'est un boulot énorme de baguer chaque animal et ainsi de suite. Donc nous on les relâche. Sur les 4000 là par an effectivement. Voilà. Donc nous on les relâche, point barre. Quand on relâche des hérissons, donc chez les particuliers on a des grandes cages qui font 2 mètres sur 4. Donc les hérissons sont mis dedans, avec des Scooby-Doo qui sont collés dessus pour pouvoir les repérer. Okay. Et ensuite, ils sont relâchés. Et ils continuent à venir manger, repartir et ainsi de suite. Et ce sont les particuliers qui nous font tout le suivi. D'accord, qui voient et disent on l'a vu, le petit, il était là. On a vu Scooby-Doo rouge et jaune. Ah bah tiens, ça fait 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 mois qu'on ne l'a pas vu. Et d'un seul coup, 1 mois et demi après, il nous envoie un mail.
Scooby-Doo rouge et jaune est revenu. Elle est revenue par là. Voilà. Alors, Donc on a le suivi comme ça. Vous faites le suivi, donc vous avez les 4000 animaux par an. Vous êtes que tous les deux à vous en occuper ou vous avez des employés? Non, on a à deux, on arrive à gérer par an 400 animaux. D'accord. À deux. C'est ce qu'on. Bon, Ok. là on a 4 salariés. Ok. 8 volontaires en service civique et ensuite les bénévoles. D'accord. Donc salariés, 2 soigneuses, une en CDI, enfin la deuxième qui va être en CDI aussi. Un responsable de tout ce qui est mécénat, recherche de financement, parce qu'il n'y a pas 50 solutions pour accueillir. J'allais justement vous poser la question. Il faut des finances. Et un responsable d'entretien, parce qu'il y a 9 hectares ici. D'accord. Donc 9 hectares, Mais c'est 1300... pas une petite structure. Voilà, 1300 mètres carrés de volières, des enclos à chevreuil, enclos à renard, enclos à écureuil, enclos à hérisson. Donc il y a tout à gérer. Aujourd'hui, à Volée de Piaf, c'est vraiment toute la faune sauvage, peu importe quel animal vient. Même les sangliers, par exemple. Alors le sanglier, on sait que c'est pas soigné, c'est pas gérable. D'accord. Les sangliers, malheureusement, c'est le sanglier, l'ours, le loup et le lynx. Voilà les 4 que l'on ne prend pas. Ok. Alors tout à l'heure, on parlait du financement. Aujourd'hui, l'État vous aide? Comment ça se passe? Vous devez vous trouver tout seul? Il faut crier fort. C'est pas normalement ce que l'on fait, ça doit être à l'État, donc aux préfectures de le faire. D'accord. Ils ne le font pas, sachant qu'il y a toujours des bénévoles pour le faire. Donc, mais ce n'est pas leur priorité. C'est vrai qu'on a très peu de financement. On a quand même une très grosse aide de l'État qui sont les volontaires en service civique. D'accord. Parce que là, ils ne nous coûtent rien. Ok, donc ça c'est pris en charge quand même par l'État. Donc ce sont des jeunes qui viennent pour 6 mois ou 1 an et qui donnent, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils viennent donner 6 mois ou 1 an de leur vie à une assoce. Ok, donc ils ont une sensibilité quand même par rapport aux animaux. Même quoi. si à l'origine, la plupart n'ont rien à voir avec la faune sauvage. Alors moi j'ai par habitude de poser une question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous aujourd'hui, à Volée de Piaf, ou alors à la faune, pour l'avenir? Qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Il faudrait que Volée de Piaf gagne... 100 millions d'euros. À l'euro million. Voilà. De manière. Ce qu'il faut, c'est que ça pérennise. Ce qu'il faut, c'est qu'un endroit comme celui-ci, donc, soit vraiment reconnu au niveau gouvernemental, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de ligne budgétaire pour les centres de soins. Pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance. Tout particulier a obligation de déposer un animal sauvage dans un centre de soins. Mais on n'est pas reconnu. Mais on n'est pas reconnu, oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un petit peu la problématique. Bon, alors ce qu'on vous souhaite, c'est que vous soyez reconnus et qu'on puisse vous donner vos animaux, enfin nos animaux, puisque ça nous appartient à tous. Ça appartient à la terre. Voilà. Exactement. Eh ben, merci beaucoup Didier, je vous souhaite une bonne journée, merci de nous avoir accueillis, on a découvert plein de petits animaux hyper sympas. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Et vous savez qu'il faut donc aider Volée de Piaf si vous le pouvez. Ils sont dans le Morbihan, n'oubliez pas. Bertrand Aubré est avec nous également. Bertrand, vous êtes venu avec vous, votre dernier né sous le bras. Il est le 4e. Il est sorti le 8 novembre dernier. Il est distribué par Coop Braze. C'est l'album D'Horizon Papillon. Je l'ai bien prononcé, je suis contente. Vraiment. C'est un petit bijou de poésie en galop. En quoi est-il différent de ce que vous avez fait avant avec Aubré Ali ou avec Bertrand Aubré Trio? Dites-moi, est-ce qu'il y a un petit ADN un peu différent? Oui, il y a plusieurs titres. Bon, déjà, j'ai fait une pause avant, donc ça m'a... Mais c'est bien souvent. Pendant plusieurs années. Ouais. Donc là, du coup, j'ai abordé ce projet-là en essayant de voir ce qui vraiment m'intéressait de faire. D'une part, ce que j'ai essayé, c'est de pousser encore plus loin le travail de poésie et de ce qu'on appelle la prosodie, c'est le lien entre la mélodie et le texte, pour mieux valoriser encore la prononciation du galop, c'est-à-dire les sons du galop. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressée. Donc là, j'ai entre autres pioché dans certaines techniques qu'on a en langue turque ou en langue kurde. Vous allez intéresser énormément Émilie à côté. Et puis, l'autre chose, c'est au niveau de l'univers musical, je suis allé vers un univers qui me suit depuis longtemps, parce qu'il y avait déjà dans les albums précédents des bribes de ça, c'est lié à l'univers des musiques méditerranéennes. Donc là, je l'ai poussé un peu plus loin, déjà dans le choix des instruments, avec des instruments comme le oud, mais aussi des instruments comme la contrebasse ou le violon, qui permettent de jouer dans des échelles de notes qui ne sont pas les échelles qu'on est habitué à écouter en musique occidentale, entre guillemets. Il y a toujours une forme d'expérimentation dans votre musique. Et il y avait aussi cette envie de continuer à pousser plus loin, justement, d'aller vers des univers musicaux que je ne connais pas bien, mais qui me permettent d'enrichir mon vocabulaire musical, quoi.
Et puis les thématiques, la transformation intérieure, vous abordez l'exil aussi, qui est une thématique très importante pour vous. Qui avait déjà dans le trio, parce qu'il y avait même un texte qui s'appelait Exil, qui parlait dans l'album Olmo Oluva, le précédent, qui parlait à la fois du changement de langue, donc ça parlait du passage des plus anciens, du patois jusqu'au français, et ça parlait de l'arrachement que ça pouvait représenter, mais c'était aussi un lien avec ce que peuvent traverser des gens qui émigrent, et ça on le retrouve dans plusieurs chansons du nouvel album. Bon, alors justement, ce nouvel album, c'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux de l'écouter. On va écouter un extrait de Djerison, Papillon. Un voyage entre Gallo et Méditerranée, finalement, les deux cultures qui se rencontrent. Alors, au-delà de l'album, on vous entend chanter en gallo. On le rappelle, c'est la langue romane d'Oïl qui était traditionnellement parlée du pays nantais au pays briochin, c'est ça? Voilà, ce que beaucoup de gens appellent encore le patois. Le patois. Le patois qui est un terme générique pour toute la France, pour tout ce qui était différent du français, tout ce qui était plutôt la langue populaire. Par gallo, on nomme effectivement ce qui est parlé dans ce territoire que vous avez nommé, et voilà, qui a des parentés avec ce qui se parle en Wallonie, ou à Jersey, par exemple, et aussi en Picardie, Morvan, etc. Il y a combien de locuteurs en gallo aujourd'hui? D'après un sondage de TMO Région pour la région Bretagne en 2018, on estime à quasiment 200 000, enfin le chiffre exact, je crois que c'est 191 000 locuteurs, c'est-à-dire des gens qui déclarent parler plus ou moins bien le gallo ou le patois. D'accord, donc c'est autant que les locuteurs bretons? Oui, exactement, à peu près exactement, avec la différence qu'en gallo, on a assez peu de nouveaux locuteurs, puisqu'il n'y a pas très peu d'enseignement du gallo en école, en tout cas. Il y a un enseignement pour adultes, mais très peu en école. Quand même en collège et lycée, mais voilà. Si on prend la population globalement, oui, on est à peu près au même niveau. Sachant que quand même en Loire-Atlantique, l'enquête portait aussi sur la Loire-Atlantique, il y a probablement une sous-déclaration, c'est-à-dire peu de gens assument le fait qu'ils parlent le patois ou alors ne se rendent pas compte parce que on est dans l'Académie de Nantes, qu'il y a eu très peu d'enseignement, il y a eu très peu de communication dans les médias sur le sujet. Donc peu de gens sont conscients de l'existence même du gallo. Bon, alors on va revenir vers un événement justement qui mettait à l'honneur la langue galaise. C'était l'été dernier, la 40e édition des Assemblées galaises battait son plein. Le seul festival intégralement consacré pendant une semaine à la culture bretonne d'expression galaise. Elle organise des stages de gallo. On regarde tout de suite. La musique s'installe au gré des stages et tout le bourg résonne au son des bombardes ou des percussions. Un peu plus loin, Matlau donne un cours de gallo à Maud et Émile, le père et la fille. Sia, je sais bien tiquer, et la chatte à nanon. Maud vient réveiller une langue enfouie quelque part en elle. Je l'ai entendu quand j'étais petite, mais c'était du coup une langue qui était cachée. Et comme tous les enfants, on aime bien ce qui est caché, donc j'allais traîner mes oreilles. Mais j'ai jamais eu vraiment de dialogue, c'est des mots qui sont restés comme ça dans la tête. Émile, trait d'union entre les générations, arrive avec quelques expressions tout en images, souvenirs de conversations d'autrefois avec une tante. Quand il avait une bronchite ou quelque chose, il disait « je sais quoi prince sous l'épi de mouchouet ». Donc en dessous de là où je mettais l'épingle pour nouer mon châle, j'ai mal, quoi. J'ai la poitrine qui me fait mal. Je sais prince sous l'épi du mouchouet. T'as trouvé ça super aussi. Et tu vas raconter l'histoire mais en fermant les yeux. Et tu ne vas pas chercher tes mots, tu vas dire « tic tu vailles ».
Autre cours, en plein air cette fois, galop toujours, mais à travers le conte. Eh ben, dans le bas du tas de francs-bas, eh ben, il trouvait une boursée d'or. Le conte, un bon outil pédagogique. Le conte, c'est la littérature des gens sans écriture. Donc là, effectivement, quand on a une langue comme le gallo qui est en train de se chercher encore au niveau de l'écriture, qui commence à se trouver, soyons honnêtes, le conte, c'est aussi une manière d'aller plus facilement vers la réappropriation de la langue. Dans ce stage, ce qui est tout à fait compliqué, c'est qu'on a travaillé la trame du conte. Et puis, c'est de se faire les images et de se dire que les mots doivent couler tout seuls. Voilà. Et non pas de chercher nos mots pour construire petit à petit des images, en fait. Les mots doivent couler tout seuls. C'est une jolie image, mais c'est le cas chez vous, forcément. Qu'est-ce que ça vous inspire, un reportage comme celui-ci sur les stages en gallo? C'est une façon justement de faire mieux connaître cette langue? Oui, je pense qu'il y a plein de façons d'aborder la langue. Les stages pour adultes, ça permet d'aborder la langue, une langue qu'on peut connaître par sa famille. Là, c'était le cas des personnes qu'on voyait avec Matelas Auditon. Et on peut découvrir aussi la langue par la pratique du conte, comme le faisait Mata Rollo, là. Oui. Donc voilà, on a besoin d'événements comme ça. Oui. Bon, en plus, les Assemblées galaises, le gallo, c'est un festival qui porte le gallo par différentes entrées, par les spectacles, par les stages. Et donc, c'est un événement qui est vraiment important. Ouais, vous vous êtes récemment produit également dans le cadre de la Boque d'Or, qui est un très joli festival également à Redon. Et puis, vous avez reçu en 2018 le prix du gallo de la région Bretagne dans la catégorie Action culturelle. Est-ce que vous avez envie d'avoir un petit peu un rôle d'ambassadeur du gallo, finalement, via votre musique, bien sûr, parce que... Alors, je dirais pas que c'est une envie, c'est plutôt... quand je chante, mon envie, c'est vraiment de chanter, de créer de la poésie en gallo. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Ensuite, c'est vrai que je chante dans une langue qui a fait l'objet de discrimination, comme toutes les langues de France. Et quand je veux dire discrimination, c'est-à-dire qu'à l'école, on a interdit, on a délégitimé en faisant croire que c'était de la déformation du français. Et beaucoup de gens sont blessés. Beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas vécu l'interdiction à l'école, ils sont blessés par ça, parce que nos parents l'ont été. Et c'est vrai que si je peux contribuer au fait que les gens qui ont un lien avec le gallo aient une vision plus positive et voient que oui, on peut très bien parler français et parler gallo aussi. La preuve. Et on peut très bien faire de la scène. Et voilà. Donc là, oui, je serais content. Et faire de la musique magnifique, justement, à travers cet album qu'on ne peut que vous recommander, Djurison Papillon. Je l'ai bien prononcé. Il est sorti chez Cobbraze et on ne peut que vous le conseiller. Il est absolument magnifique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci. On se retrouve demain à 10h45. Nous nous intéresserons, entre autres, à l'intelligence émotionnelle. Puis dans quelques instants, vous retrouverez votre série Itinéraire Bretagne sur les trésors, mais aujourd'hui, sur les trésors papier. C'est Séverine Breton et Thierry Bouilly qui vous ont préparé ce très joli reportage. Voilà, très belle journée à vous, Kenavo.